Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui avez l'habitude de suivre votre émission par excellence, que voulez-vous faire de la RDC? Chers téléspectateurs, merci et pour nous de nous dire que non, merci pour vos interventions, merci pour vos remarques et conseils par rapport à notre actif. Ce soir, votre émission a le plaisir de recevoir sur ce plateau de la télé Sango Malamou, un acteur de la société civile. Lui, c'est qui? C'est monsieur Norbert Yamayama, que j'ai le plaisir de saluer. Bonsoir, monsieur Norbert. Bonsoir, monsieur Cyril. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec notre invité, nous allons nous échanger sur l'actualité, la cohésion nationale, les motivations des uns et des autres. Merci. Pourquoi le choix de ce thème? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est de l'actualité. Il faut qu'on en parle. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons besoin de M. Norbert sur ce plateau. Lui qui est parmi les acteurs importants de la société civile, qui les met un peu son point de vue, sa contribution par rapport à ça. Alors, avant d'aborder ce thème du jour, M. Norbert, je sais que vous n'avez pas été au pays pendant ces semaines, mais est-ce que vous pouvez faire un peu une analyse objective de la situation que traverse la RDC actuellement? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler de notre pays, qui, je considère, vit sous bonbonne au regard des ambitions, au regard de sa vocation. Il me semble que le Congo, sincèrement, est dans une salle d'urgence et qu'il est nécessaire que les Congolais réfléchissent pour sortir de ces bourbiers. C'est important. Et lorsque vous me posez la question pour un peu photographier les contextes de la République, je dois vous dire que sur le plan politique, il y a cette histoire d'insécurité à l'est de la République, encore que cette insécurité se propage à travers le pays. Vous avez suivi dernièrement de ce qui s'est passé au Katanga avec la sortie d'un groupe, j'allais dire une bande de personnes appelées Kat Katanga qui exprimait un certain nombre de revendications. À l'Est, il semble que la situation n'est pas encore venue à la normale. Le gouvernement continue ce pourparlers avec l'M23, même si au niveau de l'accord d'Addis Abeba, toutes les forces négatives sont censées être réprimées par une force neutre, etc. Mais bon, les pourparlers continuent. Au-delà de cela, certaines urgences qui étaient en vie, notamment la mise en place de la CNI, tarde à venir, surtout que la loi qui a été proposée par l'Assemblée nationale, un peu de divergence avec le Sénat, cette loi n'est toujours pas promulguée par le président de la République. Je considère assez sage par rapport à cela, parce qu'effectivement, les politiciens, à vue du pouvoir, un peu à la recherche de l'argent de manière effrénée, ont refusé de prendre au sérieux le destin de la République. Ils se sont amusés à prendre une loi scélérate, une loi, j'allais dire, individualiste, qui était capable de rééditer la situation de crise de légitimité que nous avons constatée pendant les élections de 2011, étant donné que les personnes qui ont dit gérer la CNI n'ont pas été à la hauteur, étant donné qu'ils étaient essentiellement des caisses de résonance de leurs groupes politiques respectifs. Et voilà, au lieu de faire véritablement le diagnostic par rapport à ça, ils sont encore revenus pour placer les politiciens, toujours, parce que la CNI a toujours des gros budgets. Personne n'ignore comment les différentes personnalités qui ont dit gérer la CNI sont devenues riches aujourd'hui. Et tout le monde, parce que les autres sont devenus riches, et tout le monde veut devenir riche. Et quand on n'y est pas, eh bien, il part de personnes interposées. Et voilà que sur le plan politique, ça n'a pas marché, étant donné que la CNI n'est pas encore là, et pourtant nous avons des urgences, nous avons des ambitions, nous avons un certain nombre de choses à faire rapidement
Vous avez les élections provinciales ne sont pas encore là. Le Sénat qui avait déjà terminé son mandat continue à travailler. Et pourtant, nous avons une nouvelle Assemblée nationale. Les assemblées provinciales continuent à exercer. Aujourd'hui, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des autorités, des organes au niveau urbain. Nous n'avons pas des organes au niveau des municipalités, moins encore au niveau des secteurs périphériques. Et donc, on est dans une situation véritablement catastrophique, simplement parce que on a difficile à faire la planification au Congo, dès lors que il me semble que les dirigeants n'ont pas vraiment pas la culture de planification. Et donc, cette situation a des répercussions également sur le plan économique. Il y a un gouvernement qui a été mis en place, qui visiblement est l'émanation de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, on assiste à des boulets rouges en direction du gouvernement en place, notamment le gouvernement Matata. Vous savez, hier, je venais d'arriver, et j'étais à bord d'une voiture avec une personnalité. Je l'ai vu habillé en cravate, 4 pièces, etc. Et lorsqu'on faisait un commentaire sur ce qui est arrivé avec un pasteur de la place, avec cette histoire d'escroquerie, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous connaissez pourquoi cela arrive? Moi, j'ai dit non. Il dit, cela arrive à cause des Matata. Moi, j'ai dit, Matata a fait quoi? Mais il a tout bloqué, il a tout bloqué l'argent. Nous n'avons plus de l'argent. Alors maintenant, il faut que Matata parte. Ça, il ne me connaissait pas. Bon, mais il le disait. Alors moi, et ça s'est traduit à travers le comportement des députés qui, par-ci par-là, disent non, on n'est pas payé, etc. Matata ne veut pas que nous ayons 13 000 $ comme souhaité, etc. Et donc, voilà, cette situation qui est en vogue aujourd'hui, même si les droits de contrôle d'un gouvernement relèvent de la compétence, naturellement, de l'Assemblée nationale, encore que cela se fasse avec responsabilité, pas dans un système de pourriture intrinsèque. Ça, on ne peut pas l'accepter, etc. Et si Matata peut aujourd'hui bloquer l'argent et les réaffecter dans des domaines qui permettent aux Congolais de trouver son compte, nous disons oui, nous, société civile. Encore que maintenant, ça s'accélère dans cette perspective parce que il va falloir que les choses se réalisent dans cette perspective, mais on l'attend sur le terrain des élections. Il faut qu'on sente véritablement aussi la volonté gouvernementale pour qu'on organise les élections provinciales. Si on a essayé de récupérer un peu d'argent, je ne sais pas, dans ce qui a consisté à l'euphorie de jouissance des gens qui étaient véritablement des gestionnaires, mais écoutez, mais il faut que cet argent puisse servir à quelque chose et accélérer des domaines qui permettent au pays d'avancer. Et ça, la décentralisation, ça, les élections, on en a besoin. Il me semble que ça tarde à venir. Il semble qu'il n'y a pas l'argent, ce qui n'est pas correct. Ok, merci pour cette analyse, parce que je vous avais demandé que vous le fassiez objectivement. Alors, abordez un peu notre thème, parce que c'est très important, ces problèmes de cohésion nationale, ces problèmes de dialogue national. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Hein. Qu'est-ce qui motive tout le monde à en parler? Tout le monde en parle parce que, vous savez, lorsqu'on est dans un système, lorsqu'on est dans une société, il y a une chaîne de maillons. Hein. C'est comme lorsque vous regardez la chaîne d'un vélo. Vous voyez de différents maillons. Quand un maillon se coupe, ça porte un court-circuit. Oui. Aujourd'hui, il est très clair, disent les criminologues, que lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Il y a prolifération de liens criminogènes. Il y a maximalisation de la pauvreté. Depuis les élections de novembre 2011, on a constaté qu'il y a d'une part une classe politique qui croit avoir gagné les élections parce que proclamée à la fois par la CNI et par la Cour suprême de justice, qui visiblement sont des institutions requises pour prononcer, pour proclamer les élections, mais il y a aussi une frange non moins importante, etc. C'est ce qu'on appelle généralement la majorité silencieuse qui pense que les élections ont été gagnées véritablement par l'opposition. Et ces élections ont été finalement tripatouillées avec l'accord des acteurs de la CNI. Et donc, il se dessine deux tendances. Une tendance qui se croit légitime parce qu'il est élu, dont on retrouve un président qui s'appelle M. Tshisekedi, qui se réclame de cette manière-là et qui visiblement attend l'impérium. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Et il y a la tendance qui est au pouvoir aujourd'hui, qui visiblement reste
la seule interlocutrice des étrangers, des gouvernements étrangers, etc. Parce qu'il a l'impérium, à la fois les finances publiques, à la fois les services de sécurité, etc. Et donc ces deux tendances sont là. Mais ces deux tendances ne permettent pas au pays d'avancer. Simplement parce que cela fragilise les énergies gagnantes, cela minimise la cohésion nationale et cela ne permet pas naturellement à tout un chacun de s'engager, n'est-ce pas, pour participer au développement de la République. Et donc, cela persiste. Et le président de la République, au-delà de cela, il y a des forces fortuites qui en profitent. Vous avez vu la création de M23 qui porte encore, c'est pas, ces déshydratants d'une classe politique bien connue, etc. Tout ça, les terrains interfertiles où des graines pourries peuvent bien germer. Et alors le président de la République, constatant cela, avec ce qu'on a assisté à des guerres incessantes à l'Est, etc., il dit, bien écoutez, si aujourd'hui, nos militaires, si aujourd'hui nous ne pouvons pas gagner, avoir une victoire militaire, c'est parce qu'effectivement, il y a une mésentente dans la classe politique. Il faut que nous nous mettions ensemble pour que nous discutions. Quels sont nos points de convergence, quels sont nos points de divergence. Et discutons sur le point de divergence pour qu'il y ait harmonisation, de manière à dégonfler les tensions, à dégonfler les conflits, dans la perspective de recoller les morceaux et de construire un partenariat stratégique gagnant-gagnant, dépouiller toutes les attitudes de domination ou de complexes d'infériorité ou de supériorité. Et l'idée, c'est de dire que le Congo gagne. Voilà. Ça, c'est le président qui fait son constat. Il s'est adressé au peuple congolais à travers le Congrès. Et il avait même promis que le plus rapidement possible, il devra prendre des initiatives dans la perspective de pouvoir convoquer. Et jusqu'aujourd'hui, maintenant il va faire 4 mois. On va en arriver. On attend. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que cette cohésion a été reconstruite? Nous ne savons pas. C'est de ça que nous devons analyser pour permettre à ce qu'il y ait des pistes de solutions pour sortir de crise. Ok, merci beaucoup. Vous dites que c'est à l'issue des élections de 2011. Il y a les uns qui ont réclamé gagner, les autres disent nous on a gagné, et ça a créé une frustration, une cassure. Le chef de l'État en a constaté, il a prononcé dans son discours au Congrès. Il a procédé, nous devons nous mettre autour d'une table pour parler de ça. Alors, M. Norbert, par rapport à ça, selon vous, vous êtes analyste, quel peut être l'ordre du jour, les questions qui peuvent être traitées, parce que ça fait peur au sein de la classe politique. Vous savez, non seulement on est analyste, mais on est quand même un acteur très engagé dans la construction du développement durable de notre pays. Et vous vous rappelez, Cyril, vous avez d'ailleurs été invité pour la circonstance, nous avons organisé un atelier au mois de février, où nous avons regroupé à la fois les acteurs de l'opposition et de la majorité, tous ensemble. Et nous leur avons posé 2 questions. Première question, quels sont les points qui nous unissent? Voilà. Deuxième question, quels sont les points de divergence? Et la troisième question, quels sont les points qui peuvent faire l'objet de discussion dans le cadre d'un dialogue national? Et vous savez que c'était très clair. Le point qui divise, il a été cité, la crise de légitimité, telle que j'ai fait cette démonstration au niveau de l'analyse. Au-delà de la crise de légitimité, il y a les problèmes liés à l'insécurité, qui visiblement pourraient avoir des grands effets si cette crise de légitimité s'est terminée. Et il y a aussi les problèmes liés à la décentralisation, il y a les problèmes liés à la gouvernance. Il semble qu'aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance. Et il faut donc que très clairement, l'on puisse discuter. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement en 2011 pour que les uns et les autres qui visiblement s'entrecusent se rendent compte de leurs forces et de leurs faiblesses et que l'on cherche des pistes de solutions. Ça, c'est important. C'est vrai que bon, il y a le pouvoir qui a été reconnu par la CNI et la Cour suprême. Effectivement, il a de ses droits de prétendre aujourd'hui avoir gagné les élections. Mais il y a aussi l'opposition, pilotée par l'UDPS, qui pense avoir gagné les élections. Chacun donne des avis et considérations. Il faut qu'on soit ensemble sur une même table pour discuter de ça
quelles ont été nos forces, quelles ont été nos erreurs, quelles ont été nos faiblesses. Est-ce qu'il faut revenir à la case départ? Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour qu'ensemble nous puissions reconstruire notre pays? Parce que, sincèrement, cher Cyril, il faut avoir le temps de circuler, même en Afrique subsaharienne, qui est censée être la partie continentale problématique par excellence. Où la pauvreté est véritablement le vrai refuge de l'ensemble de tous les concitoyens, etc. Mais il y a une volonté aujourd'hui de pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens dans tous ces pays, de petits pays, etc. Mais il y a des formules pour y arriver. Mais nous ne pouvons pas avancer parce que nous ne parlons pas le même langage dans la diversité. Et on a besoin, naturellement, qu'au-delà de ce que peut représenter les efforts d'un gouvernement, on a besoin que les partis politiques, la société civile, d'en haut comme d'en bas, ensemble comme un seul homme, nous puissions créer des synergies gagnantes qui nous permettent véritablement de booster le développement de la République. Ça, on en a besoin. Mais là, il faut dégonfler les tensions. Là, il faut maximaliser la confiance. Là, il faut réduire les conflits. Et pour le faire, il faut que les gens discutent sur la même table. C'est pas le fait d'avoir évoqué une raison qui donne à la personne une raison raisonnante, mais d'avoir la possibilité de dire que je suis différent de l'autre et qu'ensemble, voyons qui a raison et qui a tort. Et à ce moment-là, on ne va pas tuer la nation à cause de telle ou telle personne, etc. Voilà la direction où nous pouvons prendre tous, mais de manière apaisée. Et c'est ça, justement, ce qui est recherché en termes d'un dialogue. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il y en a un groupe qui est d'accord. Et là, il se recrute parmi les membres de l'opposition et de l'ensemble de beaucoup de nos concitoyens. Notre peuple souhaiterait que les acteurs politiques s'entendent. Et il y en a ceux qui ne seront pas véritablement d'accord. C'est les frères de la majorité qui n'ont pas bien perçu quelle était la vision du chef de l'État et pourquoi le chef de l'État en a appelé à la cohésion nationale et qui aujourd'hui pense que le dialogue risquerait d'affaiblir le chef de l'État, ça affaiblir la majorité et surtout certains perdraient leur poste, surtout lorsqu'ils se mettent d'accord pour dire que voilà, faisons une certaine récomposition du tissu social. Et c'est ça ce qui bloque. Et à ce moment-là, chacun cherche à normaliser la normale en amenant une argumentation qui visiblement ne tient pas debout, mais qui va dans le sens de pouvoir sauvegarder un certain nombre d'intérêts connus. Et c'est ce qui, visiblement, ne fait pas aujourd'hui, donne la part aujourd'hui, la possibilité à notre pays d'avancer. Beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui sont en train d'avancer. Il y a des pays qui seront émergents en 2025, il y a des pays qui seront émergents en 2030. Le Congo a donné rendez-vous à 2030. Mais quels sont les obstacles, quels sont les préalables pour arriver à cette émergence? Il faut simplement voir la physionomie et les visages de la ville. C'est catastrophique à la différence de beaucoup de pays à travers l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de l'Afrique maghrébine, et qui visiblement a fait beaucoup d'efforts pour être comme les métropoles, j'allais dire les Occidentaux qui nous ont colonisés, etc. Voilà. Et donc, même ici en face de chez nous, il faut aller, il faut arriver même à l'aéroport, vous allez vous rendre compte qu'il y a des avancées spectaculaires, etc. Donc, on a besoin sincèrement qu'on s'entende et qu'on n'a pas besoin que quelqu'un puisse dire bon, moi j'ai la victoire, ou quelqu'un puisse dire moi j'ai échoué. Non, que nous disions voilà la démocratie a gagné, voilà le peuple congolais a gagné parce qu'il a trouvé son compte, les cœurs sont apaisés, allons dans cette direction pour relever le défi. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, lorsque vous regardez, j'y étais dernièrement à Sao Tomé Principe, 200 000 habitants, vous imaginez, mais regardez une ville, un pays très coqueluche, vous ne pouvez pas imaginer la Guinée équatoriale, 650 000, regardez, ils ont tout un président riche à travers le monde, mais quand on regarde le pays comme le Congo, incroyable. Et le Congo, c'est un sous-continent. C'est maintenant que je suis en train de me rendre, quand je suis qui l'Afrique, j'essaie de regarder. Moi, j'ai dit, mais tiens, mais nous sommes un sous-continent. J'étais à Dakar dans une conférence. J'ai présenté le Congo. Et quand j'ai fini de présenter le Congo, tout le monde a applaudi. Il dit, mais non, mais nous, on est en train de s'amuser. On s'appelle pays parce que nous voulons vraiment se faire appeler pays. Mais le Congo, ça, c'est un sous-continent. Et il faut avoir des hommes et des femmes qui ont des ambitions à la hauteur de ce que représente notre pays. Aujourd'hui, je l'avais dit, on est dans un système de pourriture intrinsèque qui, visiblement, il faut purifier. Mais la purification ne peut intervenir que lorsqu'il y a un dialogue. Ok, merci. Merci. Quelles nous ont les deux pieds sur terre, M. Norbert? Alors,
nous sommes dans le dossier du dialogue. C'est bien beau d'organiser les dialogues. Est-ce qu'il y a des préalables pour que ces assises se tiennent dans de très bonnes conditions? Oui, pour que ces assises se tiennent dans de bonnes conditions, je crois, avec vous, vous avez été, quand les hommes politiques sont prononcés, il faut que chaque camp, parce qu'il y a 2 camps en présence, aucun camp ne peut prétendre avoir gagné, avoir raison, ou ne pas avoir raison. Ça c'est 1. 2, aucun cas ne peut poser préalable pour qu'on arrive à dialoguer. Il faut éviter les préalables. Si l'on veut vraiment poser naturellement sauver le Congo, il faut éviter les préalables. Troisièmement, il faut une mission exploratoire et préparatoire qui dégonfle les tensions. Vous savez, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, après notre atelier, j'ai vu même des gens de la majorité se sont mobilisés à la personne. Il ne faut pas se lérer à la personne du secrétaire général du PPRD, Évariste Mochab, qui a organisé des descentes de terrain auprès des autres acteurs politiques, majorité comme de l'opposition. Il a été relayé par le secrétaire général de la majorité présidentielle, ça c'est évident, même si cela a donné l'impression d'un dysfonctionnement, d'un groupe qui visiblement n'a pas véritablement un cadre de concertation, parce que là ça a donné une très mauvaise impression. Mais en fait l'action elle-même, elle a été très pertinente. Mais bon, le grand malheur par rapport à ça, c'est qu'au lieu d'aller dans la direction d'écouter les uns des autres pour définir les thèmes de référence, c'était le moment de dire, écoutez, non, c'est ça, non, ça, c'est oui. Alors maintenant, comment vous, là, secrétaire général de la majorité présidentielle ou secrétaire général du PPRD, vous prenez la responsabilité de pouvoir prendre contact et vous décidez de vous-même que voilà, on abordera telle question, telle question, on n'abordera pas telle autre. Là, ça devient un problème et c'est ce qui visiblement a freiné. Et bon, ils sont maintenant. Voilà, nous sommes en train de continuer là. Oui. Donc, je m'excuse beaucoup. Ils sont, j'allais dire, auréolés des avancées sur la situation du terrain. Vous savez qu'avec l'accord d'Addis Abeba, où on veut neutraliser les forces négatives, c'est comme qui dirait qu'en fait, le gouvernement de la République, dès qu'il trouve son solution par rapport à la neutralisation des forces qui prennent les armes, il aurait trouvé solution. Et ceux qui, visiblement, n'ont pas tenu les armes et qui réclament qu'on puisse discuter pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, eh bien, ces gens-là ne sont pas entendus. Dès qu'on a signé l'accord d'Addis Abeba, où on a dit qu'il y a une force d'intervention qui devra intervenir à l'aide de la République pour neutraliser les forces négatives, le gouvernement ne parle même plus, n'est-ce pas, du dialogue. Tout le monde est auréolé de ce précis en disant, mais écoute, eux n'ont pas les armes, eh bien, écoute, ceux qui ont des armes seront neutralisés par une force négative. C'est pas une force naître de l'ONU et que la communauté internationale est derrière nous. Oublions que dans cet accord, on a parlé de la réconciliation, on a parlé de la démocratie, on a parlé de la gouvernance. Et ces éléments sont des éléments fondamentalement internes qui visiblement méritent d'être dessinés par la classe politique dans la perspective de pouvoir faire avancer le pays. Alors cela n'est pas une préoccupation. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans, 10 ans que le pouvoir en place est au pouvoir après les élections de 2011. Il en reste 3 ans. Entre-temps, les Sénats continuent. Les assemblées provinciales continuent. Il n'y a même pas une perspective pour les élections urbaines, municipales et locales. Entre-temps, comment devons-nous développer la République dès lors qu'il est connu, sincèrement, mon cher ami? Je vous ai donné l'exemple de Sao Tomé et Principe. 200 000 habitants. Et nous avons dans notre pays 145 territoires. Et chaque territoire équivaut à un pays. Parce que même la Guinée équatoriale ne vaut pas, par exemple, le territoire d'Ingende. Vous voyez, le Rwanda, c'est le territoire de l'Omela. Tu vois, 26 000 km². Donc, au lieu de faire avancer ces choses-là, on n'y va pas. On dirait, vous voyez, la CNI n'est même pas mise en place. On va dire, écoutez, non, il était question qu'on arrange cette histoire de la loi. Mais pour combien de temps? Comment on a toujours le temps chez nous? Et les Anglais disent, the time is morning. The time is morning. Voilà. Comment on peut avoir toujours le temps?
Et c'est toujours le temps comme ça que les gens sont dans la pauvreté, les gens ne savent pas aller à l'école, les gens ne savent pas se faire soigner, les gens ne peuvent pas trouver de route, etc. Même si quelques efforts ont été faits dans la ville. Entre-temps, nous avons 88 000 km de routes, de dessertes qu'il faut réaliser. Mais avec cette lenteur, cette capacité d'action, dis, mais vous allez faire comment? Il y reste 3 ans. Je m'excuse beaucoup. Vous avez 145 000 km de routes. Vous avez 14 000 km de voies fluviales. Vous avez 7 000 de voies ferrées. Oui, le Premier ministre a promis qu'il y aura des locomotives. Il y en aura combien? Pour que les rails? Avec quel désenclavement? Oui, c'est tout ça. Et alors maintenant, des priorités comme ça, et puis les jeunesses. On dit nos écoles sont devenues des usines de production de chômeurs de luxe. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? La pauvreté vend Crescendo. C'est de tout ça. Alors maintenant, ils ont tout le temps le temps. Et personne ne contrôle personne. C'est ça, chers frères. Et on ne peut faire accélérer les choses que lorsqu'on se trouve ensemble, qu'on discute sur les différentes questions de la République. Et c'est comme ça qu'on va véritablement relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Monsieur Ndombert, je sais que vous êtes en train de vous pulmoner par rapport à la situation qui traverse notre pays. Disons un peu, est-ce que la classe politique, les pouvoirs en place, et vous, la société civile, êtes-vous prêts à organiser, à se mettre au plus d'une table, parler de l'avenir de ces Congo? Est-ce qu'apparemment il y a des craintes, hein? Vous savez, il y a des craintes des uns et des autres. Je vous ai toujours dit, dans ce pays, il y a trop d'instruits et il y a moins d'intellectuels. Oui. C'est comme ça qu'il y a, en force d'avoir un diplôme, quelqu'un croit qu'il peut manager une république. Quelqu'un croit qu'il peut manager une institution. Quelqu'un croit qu'il a la vocation et la capacité managériale nécessaire pour booster ou à rendre performante l'institution. Non, cher ami. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui visiblement sont individualistes. La patrie est orpheline. Notre patrie est orpheline. Les gens ne voyagent pas, n'ont pas le devoir de l'histoire. Le devoir de l'histoire, c'est être solidaire aux générations futures. Être solidaire aux générations futures, c'est préparer aujourd'hui ce que sera demain. Aujourd'hui, sincèrement, quand quelqu'un s'est tapé une maison, ou s'est tapé un immeuble, s'est tapé de voiture, s'est tapé de voyage, s'est tapé de maîtresse, il croit avoir réussi sa vie. Et pourtant, il faut seulement visiter. Je prends par exemple Douala, qui est une province. Vous allez comparer Douala à Kinshasa? Non, non. Tu vois, mais c'est une petite province, une petite ville, très chouette, dans un régime parfois dictatorial. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a cette motivation? Vous ne pouvez pas trouver autant de Koulouna sur le terrain, vous ne pouvez pas trouver autant de demandeurs de pain sur le terrain, mais vous trouvez des personnes mobiles en train de chercher travailler pour gagner. Et nous avons toujours le temps. Nous avons toujours le temps. Et vous trouvez des gens en cravate chaque jour à la télé, etc., pour dire, voilà, le développement est arrivé, voilà, nous avons réussi à mettre en place un programme qui n'a aucune maîtrise, il n'a même pas une rubrique par rapport à ce programme-là, etc. Et donc, on parle des choses fictives pour véritablement infantiliser et instrumentaliser tout un peuple que d'aucuns a trouvé un terrain fertile pour soumettre notre peuple dans un régime disciplinaire incontesté, profitant véritablement de sa résignation. Mais moi j'ai dit, en force de trop monter, le choc deviendra très dur en tombant, quoi. C'est ça ce que je peux te dire en ce moment. Mais il y a cette crainte-là que nous sommes en train de constater au sein de la classe politique pour l'organisation de ces assises, parce que ça tire en longueur, M. Norbert. Oui, ça doit tirer en longueur. Je vous ai dit que le président de la République avait fait un diagnostic réel et il a trouvé qu'il y avait un problème de cohésion nationale. Il faut ressouder les coudes, il faut recoller les morceaux et il faut construire une synergie gagnante. Je vous ai parlé d'un partenariat stratégique pour sauver la République. Ça, c'est le diagnostic qui a été bien fait, salué de tout le monde, applaudi de fond en comble, même au Congrès. Mais, après avoir entendu les différentes réactions, que ce soit de l'opposition, de la société civile, etc., il y a beaucoup